parler avec un enfant, c'est comme parler avec un type bourré, disait Gad Elmaleh, et il a entièrement raison. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ici. Moi, je suis Nelly De Flisk. Je suis journaliste pour le magazine Parents, spécialiste des questions de parentalité, de santé mentale et d'enjeux sociétaux qui touchent les familles aujourd'hui. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Bruno Humbeck, comme Anaïs l'a dit, qui est psychopédagogue, chercheur, auteur de l'hyperparentalité, apprendre à lâcher prise pour le bien-être des parents et des enfants, et l'intelligence émotionnelle de l'enfant aux éditions Mardaga. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, comme le disait Anaïs, effectivement, on va parler d'éducation bienveillante aujourd'hui. C'est un mot qu'on peut dire un peu tarte à la crème. On le voit partout, ce mot-là. On le voit dans les guides de management, on le voit sur les relations amoureuses, les relations sociales, mais aussi dans l'éducation. Et on sait que ce mot a apporté plein de choses, notamment sur la compréhension des violences éducatives ordinaires, sur la compréhension des émotions de l'enfant. Mais effectivement, il y a un malaise, il y a un glissement. Et aujourd'hui, on est là pour mettre le doigt dessus, pour comprendre pourquoi l'éducation bienveillante fait angoissant les parents, pourquoi l'idée de frustrer un enfant pourrait lui faire du mal ou poser une certaine autorité pourrait être délétère pour lui. Moi, typiquement, j'ai 2 petits garçons de 5 et 6 ans. Et à chaque fois qu'il y a des cadres à reposer, et ben dans ma tête, j'ai 10 psys, 10 pédiatres qui se battent en duel sur la meilleure réponse bienveillante à apporter. Alors la bienveillance, oui, mais au final, je ne sais pas quoi leur dire et c'est encore pire. Donc je voulais en parler avec vous aujourd'hui et vous poser cette question. Comment ça se fait que ce concept de bienveillance qui est si positif, finalement, soit peut-être mal compris aujourd'hui ? Alors, c'est sans doute lié au fait qu'on a mal nommé les choses. Et c'est Camus qui le disait bien avant moi, mal nommer les choses, c'est ajouter à la violence du monde. Alors, l'éducation bienveillante pour un hyper-parent, et on a sans doute ici, parce que pour se déplacer un samedi matin, pour écouter parler des pédagogues, il faut vraiment, vraiment être ce qu'on appelle un hyper-parent. Alors, il ne faut pas vous tracasser, une hyperparentalité, ce n'est pas une maladie. C'est juste une tendance actuelle parce que, pour la plupart d'entre nous, l'enfant, c'est plus un accident, c'est même pas un heureux événement. On a convoqué à naître nos enfants. On a dit, j'ai décidé de faire un enfant. Et en fait, convoquer à naître dans le monde tel qu'il est, c'est particulièrement compliqué. C'est ce qui explique que l'hyperparentalité est aussi compliquée. Mais on s'est dit, puisque je l'ai convoqué à naître, je vais devoir être parfait. Et lui, puisque je suis parfait, il va devoir l'être aussi. Et donc, on a eu une forme d'injonction à la perfection qui s'est associée à ces mécanismes, effectivement, de bienveillance qui est très vite devenu de la bien-surveillance. Parce qu'un hyper-parent ne veille pas, il surveille pour le bien de l'enfant, c'est-à-dire pour lui octroyer en permanence le bien. En réalité, tous les parents, ou la plupart, l'immense majorité, ont le souci de l'épanouissement de leurs enfants. Et donc, on est plus dans la bénévolence. C'est-à-dire, on veut effectivement qu'ils se développent le mieux possible, en sachant, c'est pour ça qu'on a un paradigme nouveau qui se met en place, c'est ce qu'on appelle l'éducation à la résilience. On sait que nos enfants vont devoir se confronter à des épreuves, et il est en train de remplacer celui de ce qui a été aussi très très mal nommé, qu'on appelle la pédagogie positive. Parce que si vous considérez que quelque chose est positif, tout ce qui est en dehors de cette chose devient négatif. Et donc vous auriez, dans l'imaginaire, construit déjà l'idée d'une parentalité négative, Vous avez très très bien expliqué, si vous avez 40 psys dans votre tête, n'écoutez aucun d'entre eux. Parce qu'aucun n'a la vérité complète. Et surtout, dites-vous bien une chose, c'est que s'ils vous donnent des conseils, c'est qu'ils ne font pas leur métier de pédagogue ou de psychologue. Parce que les conseils en éducation, ça ne sert à rien. Ceux qui sont prêts à les entendre, ils n'en ont pas besoin. Et ceux qui en ont besoin, ils ne sont pas prêts à les entendre. Et donc, il faut pouvoir passer par autre chose, ce qu'on appelle de la conscience réflexive, c'est-à-dire réfléchir ensemble. Il y a des personnages qui montrent très très bien comment ça se passe, c'est les Simpsons. Regardez les Simpsons, c'est ça, les familles postmodernes, c'est plus la famille Simpson que les Ingalls. La petite maison de la prairie, ça c'est un peu vieilli. Parce qu'on avait des solutions. La petite maison de la prairie, vous avez un enfant qui pose problème, on va corriger cet enfant et ça ira mieux. Laura Ingalls, et vous avez Charles qui, à la fin de chaque épisode, joue du violon et tout le monde danse autour de la table. Tout va bien. Si on veut cette famille moderne, dans laquelle ce qui était important, c'était juste de transmettre des valeurs. À l'époque, on disait, vous avez bien élevé votre enfant. Et un enfant bien élevé, c'était un enfant dont l'éducation était réussie. Chez les Simpsons, on ne trouve jamais de solution. Chaque fin d'épisode, c'est le début d'un nouveau problème. Et donc, on a effectivement, c'est notre vie à nous. Et la seule scène rituelle des Simpsons, c'est quand ils se mettent tous dans le divan pour regarder les Simpsons. C'est comme ça qu'on aide des familles. On va regarder ensemble ce qui se passe chez vous, de façon à rendre le monde
familial vivable pour chacun. Et là, ça a été effectivement une des difficultés, parler des émotions, la toute-puissance des émotions de l'enfant. Non, les émotions de papa et maman sont importantes. Je prends souvent cet exemple du parent zen, qui est un parent idéal, tel que l'image a été transmise par la pédagogie positive comme un idéal à atteindre. Imaginez, concrètement, c'est quoi un parent zen? Alors, c'est catastrophique. Imaginez, vous avez repeint votre salon. Et vous avez laissé la peinture parce que vous devez prendre votre douche. Et c'est magnifique, superbe. Et votre enfant vient, et puis il met ses mains dans le pot de peinture et il fait un facsimilé de Lascaux en allant taper. Le classique. Voilà. Et donc, vous descendez de la salle de bain, vous constatez le désastre, mais vous avez lu des livres de pédagogie positive mal écrits, parce qu'il y en a qui sont très bien écrits, dans lesquels on vous oblige à rester un parent zen. Et vous dites à votre enfant, écoute, voilà, papa ou maman ne veut pas contrarier ta pulsion artistique. Mais il aurait préféré que tu le sollicites avant de prendre l'initiative. Là, l'enfant, il ne va rien comprendre. Parce que la colère, par nature, elle s'exprime. Quand papa et maman sont en colère, ça doit se voir. C'est terriblement angoissant quand vous avez quelqu'un qui exprime une émotion, tout verbalement, tout en ne la manifestant pas ni par la voix, ni par le corps. Et donc, quand vous êtes en colère, l'enfant a besoin de voir que vous êtes en colère, et il a besoin surtout de concevoir que vos émotions sont tout aussi importantes que les siennes, que celles de son petit frère, de sa grande sœur. C'est ça la vraie démocratie. C'est le respect non hiérarchisé des émotions de chacun. Mais c'est là où j'ai le sentiment qu'il y a eu glissement, c'est-à-dire que les émotions de l'enfant, la réaction des parents qui s'énervent, on a entendu et on a lu beaucoup de choses sur les dommages que ça pouvait faire au cerveau des enfants de crier très fort. Alors, il y a eu beaucoup d'avancées aussi sur la compréhension de leurs émotions et sur l'accompagnement aux émotions de l'enfant. Mais malgré tout, cette peur-là, elle reste vivace et elle empêche l'action et elle empêche de crier très fort ou montrer un visage en colère. Ces études, elles disent quoi vraiment ? Alors, les études ne disent rien. Il faut être très très clair avec ça parce que moi, je suis belge. En Belgique, on a l'habitude de la nuance parce qu'on est obligé, tout simplement, parce que quand on vote pour quelqu'un, peu importe, tout le monde va gouverner ensemble. C'est systématiquement comme ça qu'on fait. On n'est pas dans la gauche et la droite. Ici, le clivage, il est très important. Et on l'a vu autour de la pédagogie positive, dans lequel vous aviez des opposants, je ne vais même pas les citer parce que tout le monde va les reconnaître, qui systématiquement se revendiquent de la science. Alors, il faut être très, très prudent quand on dit « la science dit que ». Et savoir que la pédagogie positive, à l'origine, c'est quelque chose de super intéressant. Moi, je suis chercheur, c'est mon métier. Et lorsqu'on a vu émerger ce courant, c'était un courant qui nous disait « vous allez arrêter de chercher en permanence dans la pathologie ». Qu'est-ce qui provoque les différentes pathologies? Vous allez aussi orienter des recherches vers ce qui provoque l'épanouissement, ce qui produit effectivement du développement. Et donc, on a eu un paradigme de recherche super intéressant. Le problème, c'est qu'il a été pris d'assaut par des personnes qui en ont fait un objet commercial, avec des petits trucs, astuces, etc. Et là, on s'est retrouvé devant quelque chose qui était tout à fait contre-productif, parce qu'il y a eu les uns et puis les autres, c'est-à-dire ce mouvement de balancier, parfois presque gauche-droite, c'est-à-dire le retour des uns par rapport aux autres, chacun se revendiquant de la science. C'est-à-dire, en gros, ce qui est tout à fait dommageable, dire « vous avez cru en la pédagogie positive, eh bien vous avez tout faux ». Alors là, évidemment, on a créé un mouvement catastrophique dans la tête. On a même été jusqu'à dire la pédagogie positive, c'est ce qui met au monde des futurs dictateurs, ça met en danger la démocratie. Allez regarder la biographie de tout, et il y en a beaucoup, des personnes qui nous montrent ce que peut être un dictateur, Trump, Poutine, n'importe qui, il y en a toute une flopée. Prenez leur biographie, vous ne trouverez pas un seul moment de pédagogie positive vécu par ces personnes. Au contraire, la constante, c'est qu'ils ont vécu des formes pédagogiques considérées comme injustes. Et donc, on a effectivement une recherche qui ne peut pas démontrer à un moment donné qu'on va créer des formes de dictature ou l'enfant tyran, par exemple, c'est une image qui a fait peur aux parents, les colères de l'enfant, il y en a un qui va nous en faire une démonstration très rapidement ici, et c'est très bien qu'il le fasse, parce que, évidemment qu'elles sont naturelles, on grandit avec ça. Et donc dire, c'est l'éducation qui produit cette colère, non, les injonctions éducatives paradoxales ont créé beaucoup de désordre. Je vais prendre un exemple tout à fait contre-productif. Je vais de nouveau pas citer l'auteur parce que, comme tous les Belges, moi je m'entends bien avec tout le monde, donc j'ai des amis dans les deux camps, et je tiens à les garder parce que ce sont des gens intéressants, sauf qu'ils ont parfois fait des raccourcis en disant la science dit que. Je prends un exemple, si vous regardez votre enfant en fronçant des sourcils, ça va causer des dommages irréparables dans son cerveau.
Et vous avez, comme toujours, un petit renvoi vers la bibliographie que personne ne prend le temps de lire. La bibliographie, ce sont des pages en plus qui ne servent qu'aux chercheurs. Donc nous, quand on fait de la recherche, ce sont les pages qu'on lit le plus. C'est-à-dire on vérifie si effectivement ces bibliographies signifient quelque chose. Et le renvoi, par exemple, de cette idée que froncer les sourcils renverrait à des dommages irréparables, le renvoi, c'est un article sur les rats. Nos enfants ne sont pas des rats, qui sont exposés à un stress insoutenable, plongés dans l'eau glacée ou soumis à des décharges électriques. Et c'est ça qui cautionne l'idée qu'un froncement de sourcils peut causer ces dommages irréparables. Mais froncer les sourcils, ça veut juste dire, et nous sommes équipés pour, notre corps est équipé pour cela, ça veut juste dire que vous n'êtes pas du tout en accord avec ce qui est en train de se produire et que vous dites à un enfant, ça, ce que tu es en train de faire, je n'accepte pas. Vous avez eu ce même débat, et là aussi la science, jusqu'à 2 tribunes dans le monde, c'est quand même un bel exploit, un tas de spécialistes. Là, nous, quand on a vu ça depuis la Belgique, on a quand même beaucoup ri. Quand on a vu le time-out, c'est-à-dire dire à son enfant, mets-toi à l'écart, va dans ta chambre. Vécu par les uns comme une humiliation suprême, par les autres comme une nécessité impérieuse sous forme de punition ou de sanction. Non, c'est juste une façon de préserver la relation. Et quand on discute avec les uns et les autres, et qu'on apporte juste un tout petit peu de nuance, on se rend compte que tout le monde est capable de le comprendre. Si votre enfant est insupportable, lui dire, écoute, mets-toi à l'écart. Mets-toi à l'écart, non pas pour réfléchir, parce qu'un enfant ne réfléchit pas. C'est la grosse différence entre un enfant et un adulte. Tout ça vient du malheur d'une phrase de Dolto qui avait été très intéressante. Elle avait dit « l'enfant est une personne ». Et puis les gens ont rajouté « grande ». L'enfant est une grande personne et on se met à considérer qu'un enfant fait comme une grande personne. Imaginez, vous venez d'être une scène de ménage, un petit peu tendue, et il vous faudra, vous devez le savoir, 36 heures pour revenir à votre niveau hormonal normal après une grosse colère. Donc, si vous avez un conjoint tout à fait au fait de ce genre de mécanisme, vous pouvez lui dire, on va tous les deux partir dans notre coin et dans 36 heures, on reprend la discussion, vous verrez que vous allez gagner beaucoup. Alors, il y a quelques couples qui sont en mesure de le faire, mais c'est déjà un signe de très, très, très bonne santé du couple. Mais chez un enfant, c'est encore plus illusoire. Quand vous lui dites « va réfléchir », l'enfant n'a pas de fonction exécutive. Et donc, va retrouver ton calme. Ça, il est capable de l'entendre. Mais va dans ta chambre pour réfléchir à quel point tu es mauvais. Non, tu es insupportable. Je suis obligé de prendre une mesure parce que, pour me préserver moi, parce que je te trouve insupportable dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais, tu n'es pas insupportable, mais ce que tu fais m'est insupportable. Il faut que tu t'éloignes de l'endroit où nous sommes, tous les deux, parce que c'est insupportable pour moi, donc c'est dangereux pour moi. C'est difficile pour toi de supporter que je te trouve insupportable, et c'est très nocif pour une relation, donc va te calmer. Dit comme ça, vous aviez les tenants du time-out et les autres qui disaient « oui, ça, on est d'accord ». Et donc, tout le monde peut être d'accord. Et c'est ça qu'il faut pouvoir mettre en place maintenant. Surtout éviter cette espèce de mouvement de balancier qui laisserait penser à tous ceux qui ont fait de la pédagogie positive, qui y ont cru comme si c'était une religion, comme si c'était quelque chose de radical, d'exclusif. Non, la pédagogie doit, et il y a des façons positives de faire de la pédagogie. Ça, c'est déjà mieux poser le paradigme en disant, voilà, comment est-ce qu'on va faire pour tâtonner, pour réfléchir. Freud l'avait dit bien avant, si vous êtes parent, quoi que vous fassiez, ce sera mal. C'était dit de façon un peu cynique, mais c'était quand même assez intéressant, c'est-à-dire, vous allez devoir faire comme les Simpsons, réfléchir à tout ce qui est imparfait, y réfléchir ensemble, faire en sorte que les émotions, alors ça c'est important de pouvoir bien faire la part des choses, dans une démocratie, les émotions des uns et des autres ne peuvent pas se contester. Si vous me dites que vous êtes triste, qui suis-je pour dire que vous n'avez pas à être triste ou que vous n'avez pas à être aussi triste que ça? Une émotion, ça se dit, ça ne se contredit pas. Une opinion, par contre, par nature, ça se discute. Les opinions des enfants sont effectivement de faible qualité, pas pour des raisons de moindre intelligence, mais parce que le développement cognitif suppose que les fonctions exécutives ne sont pas à maturité. Et donc, mettre sur le même pied les opinions et les émotions, c'est déjà un mauvais plan. Et dans une démocratie, les avis de chacun se valent. C'est-à-dire que ce sont juste une façon de voir les choses. Et là, on peut prendre l'avis d'un enfant. Il est parfois farfelu, mais c'est derrière les idées farfelues qu'on a eu le plus de créativité possible. Et donc, prendre l'avis de toute la famille, très bien, parfait, pour pouvoir réfléchir ensemble à un problème.
faire des débats d'opinion, comme je le vois parfois dans certaines familles où on s'épuise à faire... chacun va dire ce qu'il pense de la façon dont le week-end désastreux s'est passé. Et vous avez un enfant de 4 ans qui est sollicité en même temps qu'un enfant de 12 ans, en même temps que papa et en même temps que maman. Ça, c'est catastrophique. Par contre, comment est-ce qu'on a ressenti les choses? Là, les émotions des uns et des autres se valent. Et si quelqu'un exprime qu'il est triste, on doit pouvoir lui dire « tu as le droit d'être triste, dis-nous pourquoi tu es triste ». Et on va voir d'ailleurs que ça va créer de la contagion émotionnelle au sein de la famille. Et ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, un enfant avant 5 ans n'a pas de fonction exécutive. Les fonctions exécutives, concrètement, c'est quoi? C'est la capacité à se projeter? Alors, c'est la capacité de faire un projet en tenant compte des conséquences de tout ce qu'on fait sur ce qui va se produire. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que c'est toujours très productif d'apprendre à des petits-enfants très tôt à faire des recettes de cuisine. C'est là qu'ils apprennent les fonctions exécutives et aller jusqu'au bout de la recette de cuisine. Mais ce n'est pas à maturité, et il faut bien comprendre effectivement ça. Tous les parents qui ont un enfant en maternelle vont très vite le percevoir. Si vous demandez à votre enfant de raconter sa journée, vous allez voir que vous n'aurez jamais que des petits bouts de journée, des petits éclats, ce qui fait que les parents, parfois, malheureusement pour les enseignantes de maternelle ou les enseignants de maternelle, disent il fait rien. Mais non, il fait juste des choses, mais il ne sait pas en faire toute une histoire. Ça, effectivement, il faut avoir des fonctions exécutives à maturité. C'est ça qui est important parce que on ne peut pas à un moment donné tout mélanger. Et je le fais toujours, parce que je dis toujours, mes éditeurs râlent énormément quand je dis mais ne lisez pas mes bouquins, ils sont trop longs, 300 pages, 150 pages. Quand on a été toute la journée la tête dans le guidon, franchement, il vaut beaucoup mieux ce qu'on appelle des fiches outils. On l'a fait notamment avec les enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles, où j'ai écrit des tas de bouquins sur le harcèlement, etc. Je dis non, surtout, ne vous plongez pas là-dedans, sauf si vous êtes vraiment passionné, mais on va faire des fiches outils. Des fiches outils, c'est 3 pages pour dire comment je fais un espace de parole régulé. C'est-à-dire je protège les émotions de chacun, de papa, de maman, des enfants au sein de la famille. Comment je fais des espaces de dialogue concerté, c'est-à-dire qu'on va protéger les opinions, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que chacun reçoive une information quand il manifeste son opinion qui lui dit jusqu'où on a été dans le processus de prise de décision, et une fiche outil qui explique comment on met en place des chapeaux de Bono. Je le transmets toujours en fait aux organisateurs des conférences en disant toutes les personnes qui le demandent, donnez ces fiches outils, parce que ça c'est concret. Vous savez, ça fait toujours peur quand on entend il faut lâcher prise. Le grand drame, et je voudrais quand même qu'on regarde un tout petit peu le public, la surmajorité de mamans. Il y a quelques papas, je les ai vus passer, mais la charge mentale, il faut bien le dire, elle est quand même une affaire essentiellement de mamans. Ce sont les mamans qui se mettent en fait une forme de pression constante. Et le problème, quand on leur dit « mais vous devez lâcher prise », et qu'ils viennent en plus passer leur week-end ou toute une journée pour entendre « vous devrez lâcher prise, vous devrez lâcher prise », et donc une pression supplémentaire. Comment est-ce que je vais faire si je ne suis pas en mesure de lâcher prise? Et donc on doit très concrètement donner des recettes et des manières de penser les choses qui vont permettre effectivement de se réserver du temps à soi, de pouvoir à un moment donné avoir des zones d'abri, des espaces dans lesquels on sera embêté par personne, et repérer toutes les injonctions paradoxales qui nous disent par exemple surveillez votre enfant, ayez-le toujours à l'œil et rendez-le autonome. Et donc vous avez des formes d'injonctions paradoxales qui rendent complètement fou. Quand on sait les repérer, et qu'on se dit, mais je vais me situer dans une position intermédiaire, je ne vais pas obéir aux injonctions qui m'obligent à choisir un camp. Je vais travailler à l'autonomie de mon enfant, donc ne pas le mettre toujours en situation de le surveiller, parfois l'autoriser à se mettre en danger. Les Hollandais ont un nouveau truc, ils perdent leurs enfants dans les forêts. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que les Hollandais sont des personnes dénaturées. Il faut savoir qu'ils ont un avantage par rapport aux Belges et aux Français, c'est que toutes leurs forêts sont carrées ou rectangulaires. Parce qu'ils les ont créées eux-mêmes. Donc, à un moment donné, vous allez vous y retrouver. Et quand ils parlent de perdre l'enfant en forêt, ils disent simplement il faut que l'enfant fasse des expériences personnel qui lui donne le sentiment qu'il est en danger. Et c'est là, effectivement, que les parents doivent pouvoir, à un moment donné, dire « Mon rôle de parent, c'est pas de mettre constamment l'enfant dans une situation telle qu'il ne fait plus d'expérience, ne peut plus monter aux arbres, ne peut plus aller dans une forêt avec l'illusion qu'on peut s'y perdre de temps en temps. Et donc, c'est ces formes-là, en fait, de paradoxes dont il faut sortir. Dans votre livre, vous parlez justement des animaux de compagnie qui ont diminué ces dernières années. Il y en a de moins en moins dans les familles. Parce que se confronter à la mort d'un animal de compagnie, c'est difficile pour l'enfant. Et du coup, par sécurité, on prend des poissons rouges parce qu'on s'y attache moins. Ça aussi, se confronter à des choses difficiles et accompagner son enfant.
C'est pour ça que je plaide moi vraiment pour une éducation à la résilience. Pas parce que nos enfants vont être confrontés à des traumatismes, mais parce que la vie va les confronter à des échecs, à des épreuves, à des difficultés, et qu'il faut qu'ils puissent s'en prémunir. La mort en est une. Offrez des animaux de compagnie mortel, pas la tortue, votre enfant sera mort avant. Prenez un animal, effectivement, auquel il va s'attacher et dont il va vivre la mort. Parce que le destin de tous les grands-parents, c'est de disparaître avant leurs enfants et leurs petits-enfants. Et donc, ils vont devoir connaître, par exemple, ce type d'épreuve. S'ils les connaissent et qu'on utilise les mots pour dire les choses. Papy ou mamie est morte. Pas papy ou mamie s'est éteint. Les enfants n'ont pas le sens de la métaphore, pour eux c'est une bougie alors. Papy et mamie est parti au ciel, donc il va retomber. Parti faire un grand voyage, il va revenir. Un enfant ne comprend pas toutes ces métaphores, et donc il faut qu'il entende les choses. On est triste, parce qu'on ne le verra plus. Mais après on peut habiller ça comme on veut, mais on est triste et on a le droit d'être triste. C'est pour ça qu'un enfant qui a un animal de compagnie auquel il s'attache et qui perd cet animal de compagnie, il fait un apprentissage essentiel. Il le fait aussi, mais regardez comment ça se passe quand on met nos enfants devant Bambi. Bambi, c'est quand même une scène terrible. Où vous allez apprendre, non pas l'angoisse de la mort, les enfants n'ont pas peur de la mort, ils ont peur de l'abandon, du définitif non-retour. Et si on laisse son enfant tout seul devant Bambi, forcément, cet enfant va devoir apprendre les choses. C'est pas Walt Disney le responsable. Walt Disney avait prévu le cinéma accompagné dans un espace significatif. Pas la télé, un espace répétitif, notamment maintenant avec les DVD ou sur les ordinateurs, un espace répétitif qui fait qu'on fait comme si la scène n'avait pas existé. Si vous interrogez un enfant actuel, les scènes de Bambi, il va vous parler de Pampan qui patine, il va faire ce que Boris Cyrulnik appelle une métamorphose de traumatisme. Les enfants de ma génération vont pouvoir tous identifier la personne qui était à côté d'eux au moment où ils ont regardé le dessin animé. Simplement parce que on est dans un espace contenant où on apprend tous ensemble que la mort, c'est le définitif non-retour, que l'amour ne protège pas de la mort. Ce sont des apprentissages essentiels, mais qu'on fait avec des adultes significatifs. Donc ce que j'en comprends aussi, c'est que les enfants absorbent aussi les émotions que nous, on traverse, la tristesse, la perte d'un animal, un film qui nous a fait peur, communiquer aussi ce que l'on ressent, nos propres émotions et les laisser vivre devant son enfant, c'est aussi un apprentissage pour eux. C'est bienveillant finalement. Alors ils ont besoin... Tout le monde a besoin de percevoir les émotions que l'on provoque chez les autres, qu'ils vivent eux. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Et là, par exemple, l'empathie, il faut bien savoir que ça ne s'enseigne pas, ça se provoque. Et ça se provoque par le contact direct avec des personnes qui ont des émotions et qui révèlent ces émotions. Si vous me dites que vous êtes triste, ça ne va pas créer d'empathie. On peut juste dire, tiens, il y a une personne triste au premier rang. Si on vous demande, dites-nous pourquoi vous êtes triste, et on vous laisse parler sans vous interrompre, on va très très vite entendre de la modulation de votre voix qu'il y a effectivement un état émotionnel qui va provoquer ce qu'on appelle la compassion, qui est plus intéressante à la limite que l'empathie, parce que c'est ce que provoque l'empathie, c'est un mouvement émotionnel des autres. Et il faut qu'on puisse le faire dans toutes les familles. Je vais prendre un exemple qui s'est produit dans une consultation où une maman vient et elle dit, voilà, moi j'en peux plus parce que mon mari n'arrête pas de se moquer de moi et j'ai 3 fils adolescents qui étaient eux aussi dans la salle, dans la pièce, qui n'arrêtent pas de se foutre de moi aussi, ils rigolent. Et quand je dis que je trouve pas ça drôle et que ça me blesse, ils disent, alors je reprends la phrase en fait qui a été dite par la maman, ils disent, toi maman, t'as un balai dans le cul, t'es pas marrant, tu sais pas rigoler, papa lui il est marrant. Et monsieur était installé dans le fauteuil et il était très sûr de son fait parce qu'il m'explique, oui c'est vrai d'ailleurs, au boulot aussi, on m'appelle monsieur Van, je casse tout le monde, etc. Alors je peux rentrer très très vite dans un débat de mâle dominant avec lui en expliquant la différence entre l'humour et la moquerie, c'est-à-dire effectivement un comportement agressif, la moquerie, qui est essentiellement un comportement territorial agressif, et un comportement de lien social, qui est celui de l'humour. On doit la confusion très très rapidement à ce que les Grecs avaient pensé, Gélan, katagélan, rire positif, rire négatif. Les Latins ont dit risus, un seul rire. Et depuis, on est tous en train de se tromper. Alors, je pourrais rentrer dans cette espèce de débat qui deviendrait une espèce de bras de fer. Je vais utiliser d'autres stratégies. Je vais faire ce qu'on fait dans un espace de parole régulé. Je vais demander à madame de choisir les émotions qui la traversent. Tristesse, colère, peur. Elle a 3 émotions majeures. Et je lui donne un bâton de parole pour qu'elle puisse parler sans être interrompue par qui que ce soit. Et elle commence à expliquer qu'elle est triste parce qu'elle explique effectivement les motifs de sa tristesse. On ne l'interrompt pas. Très, très vite, l'adolescent commence à avoir des larmes aux yeux.
Parce que voir sa maman vivre, traversée par des émotions de cette intensité, ça le bouleverse. L'autre frère regarde ses pieds, parce qu'il dit, si je regarde mon frère, on va se mettre à pleurer tous les deux. Et le papa, il n'a pas mis 5 minutes pour dire, stop, arrêtez, je me rends compte que je suis en train de produire quelque chose de complètement négatif. Là, on le perçoit parce qu'on n'a pas fait un débat d'opinion autour de l'idée de ce qu'est la moquerie et l'humour, mais on a fait circuler des émotions au sein de la famille en considérant que les émotions de maman valent les émotions de papa et valent les émotions de chaque enfant. Et qu'est-ce que vous pensez du je montre que je suis fâchée? Moi, typiquement, ça m'arrive très souvent, je me fâche. Parfois, je crie fort. Et ensuite, je reviens dessus et je vais les voir et je vais leur dire, bon, maman, elle a un peu pété un boulard. Alors, vous êtes pardon. Magnifique, vous êtes un être humain parfaitement normal. Donc ça, c'est le premier diagnostic qu'on peut faire. Bon, merci, au revoir. Ça veut dire que le cri n'est pas éducatif. Soyons très clairs, on ne crie pas pour éduquer, on crie parce qu'on est débordé par une émotion. Et on doit pouvoir l'assumer. Pas en disant « je m'excuse, mais je suis désolé parce que le cri, c'est utilisé par l'être humain pour faire peur. » Et donc, je ne voulais pas te faire peur. Ce n'était pas le but de crier. Le but, effectivement, c'est vous êtes dépassé par votre émotion. Alors, il faut savoir que ce cri, par exemple, il peut aussi être salutaire. Si vous criez parce que votre enfant va traverser une rue, vous allez le sauver. Et donc, surtout pas dévaloriser le cri, mais ne pas en faire un argument éducatif. C'est quelque chose qui déborde, mais qui, non, lorsqu'on vous dit « je m'excuse, veux-tu bien accepter mes excuses ?», vous donnez le sentiment que ça a été fait dans un rapport de force qui, finalement, est accepté et simplement renversé. C'est toi maintenant qui as la force. Je suis désolé, il n'y a pas de rapport de force. Je suis désolé, je ne voulais pas te faire peur, mais tu m'as sacrément énervé par ce que tu as fait. Et là, vous pouvez faire une posture de retrait qui est très salutaire chez vous, parce qu'on se rend tous compte, quand on crie sur nos enfants, que ce n'est pas ce qui est attendu et que c'est quelque chose qui, sur le plan éducatif, n'a pas de validité au sens plein du terme, mais que c'était sans doute un passage nécessaire. On peut en être désolé, mais certainement pas rétro-pédaler jusqu'à s'excuser, finalement, parce que ce qui a rendu la colère finalement opérante, celui-là, on doit pouvoir en discuter de manière assez sereine. Est-ce qu'évoquer des pistes ensuite, de dire, bon, voilà, ça s'est passé comme ça, la prochaine fois, quand ça se passe comme ça pour toi... Mais votre enfant, mais c'est valable pour votre enfant, c'est valable pour les gens avec qui vous vivez tous, ils apprennent ce qui vous met en colère, et s'ils sont suffisamment sensibles aux émotions qu'ils provoquent et à l'inconfort que provoquent vos émotions, vous avez moins de scrupules par rapport à votre conjoint, parce que lui, il doit aussi apprendre la même chose. Il doit aussi apprendre, attention, ce que tu fais, ça me met en colère. Et la colère, c'est pas agréable pour toi, donc tu vas éviter de recommencer, ou on va discuter des manières qu'on a l'un et l'autre de s'accorder pour éviter effectivement ces colères. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de la colère quelque chose qui serait une faute, c'est juste quelque chose qui a sa place dans la vie des uns et des autres, comme toutes les émotions. Toutes les émotions vont traverser chacun dans la famille. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir se retirer de tout ça. Le fameux time-out, mais autorisez-vous du time-out aussi. Le gros problème, c'est que, c'était ça qui était problématique aussi dans le débat, mettre l'enfant en dehors en lui disant « va te calmer, puis tu reviendras dans la relation », c'est une espèce finalement de façon de traiter de manière salutaire l'enfant. Le gros problème, notamment pour les mamans, c'est l'idée qu'il n'y a plus d'espace de repli dans les familles et qu'on est constamment sollicité. C'est une recherche qu'on avait réalisée pendant le Covid. On avait demandé essentiellement aux mamans, est-ce qu'il y a un endroit où vous êtes tranquille, où vous pouvez faire des choses, les toilettes, à part ça, et encore pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. Et donc, il y a très peu d'espace. Alors, il y a... moi, je vais beaucoup regarder ce que font les Japonais, pas parce que le Japon est une société idéale, très loin de là, mais parce qu'ils ont une pression temporelle intense. Elle est énorme, la pression temporelle sur les Japonais, et donc ils mettent en place des façons de faire qui vont permettre de réduire réellement la charge mentale. Et ils ont une tendance qu'on n'a pas, nous, on coupe notre temps en deux. Il y a le temps professionnel, et il y a ce qu'on appelle frauduleusement le temps libre. Le temps libre, ce n'est pas le temps familial. Le temps familial n'est pas un temps libre, c'est un temps négocié. Il faut donc couper le temps en trois. Il faut le couper aussi pour l'enfant en trois. Il y a son temps scolaire, il y a son temps, ce temps familial dans lequel on va négocier. Je prends l'exemple des écrans, le temps professionnel, le temps scolaire, pas d'écran, hors des écrans prescrits. C'est toute la différence entre ce qui se passe actuellement en Fédération Wallonie-Bruxelles, où on interdit dans les écoles
l'usage récréatif et ludique des portables. On n'a pas interdit les portables, mais leur usage récréatif et ludique, les enseignants sont toujours libres d'utiliser les écrans. Si vous êtes en train de dire on interdit ou on n'interdit pas, ça n'a aucun sens. Et donc le temps obligatoire, y compris notre temps professionnel, on y gagne à n'y avoir que les écrans professionnels. Le temps familial, le temps négocié, on va négocier tous ensemble la place des écrans. Pas d'écran à table, mais pas d'écran pour papa, pour maman, pour les enfants. La scène absurde, c'est le parent qui reproche à son enfant d'être sur les écrans à table, et dès que son téléphone sonne, il s'en va répondre, il envoie des mails, pas d'écran. Et donc, on est dans un temps négocié. Et puis, il y a le troisième temps, qui est le temps libre. Les Japonais ont un mot pour parler de ce temps libre, ils appellent ça un ikigai. Un ikigai, c'est une bonne raison de se lever. Si vous aimez, je sais pas, vous aimez lire, vous aimez vous occuper de vos plantes, eh bien, eux, c'est la première chose qu'ils mettent sur leur agenda. Et ils mettent un temps. Effectivement. Alors pour vous dire la vérité, j'ai découvert moi ces ikigai parce que ma belle-sœur est japonaise et je suis tombé un jour sur son agenda et je vois 9h20 à 10h04 gymnastique. Je me dis waouh, quel névrosé, hein, ça c'est vraiment typique. Quand on ne comprend pas les choses, on a des espèces de stéréotypes de pensée. Et puis c'est elle qui va m'expliquer ce qu'est un ikigai. Il dit, tu sais, nous c'est la première chose qu'on met dans l'agenda et ils ont un très beau proverbe qui dit même un rendez-vous avec l'empereur ne bouscule pas l'ikigai. C'est la première chose qu'on met. Et c'est une bonne raison de se lever, parce que si vous savez que vous aurez un petit temps pour vous occuper de vos plantes, pour lire, ou vous ne serez là pour personne, et tout le monde sait que c'est votre ikigai et va le respecter, eh bien, vous n'allez pas le bousculer. Chez nous, c'est tout à fait l'inverse. Imaginez, vous allez au sport, et puis vous vous rendez compte que vous devez aller conduire les enfants à l'école ou les chercher à l'école. Ah ben tant pis, je ne vais pas aller au sport. Et demain, c'est la même chose. Ben, j'irai pas non plus. Ben, j'irai plus. Et hop, c'est ce qui tombe en premier. Or, c'est ce qui nous permet réellement de lâcher prise, d'avoir des moments où on a de comptes à rendre à personne. Quand j'étais jeune, mon père, sans le vouloir, me montrait ce qu'était un ikigai. Il avait son fauteuil de lecture. Je vous assure que quand il s'asseyait dessus, on savait qu'il allait lire. Il n'était pas question de le déranger. C'était un espace à lui. L'être humain est le seul animal qui n'a pas d'abri. Tous les animaux ont des abris, des zones où ils se retirent des stimulations et où ils se sentent en sécurité parce que tout le monde sait que c'est leur abri, y compris dans leur environnement. Nous, on n'a pas de zone d'abri et notamment les mamans, elles sont constamment sollicitées et elles essayent de négocier avec elles-mêmes des petits moments de temps libre. Et quand on leur demande de lâcher prise, c'est une nouvelle négociation. Avec parfois un entourage qui ne comprend pas bien les choses, mais tu n'as qu'à faire un petit peu du macramé, tu n'as qu'à aller faire, faire du yoga, etc. Et la maman qui répond, mais comment voulez-vous que je fasse ? J'ai pas le temps. Le temps de la lecture, par exemple. Ah ouais. Dès qu'on oppose, parce que là aussi, la pression sur les parents par rapport aux écrans. Les écrans, c'est nocif, ça rend vos enfants ceci. La science dit que... La science, elle dit rien. Hein. La science, elle dit, si votre environnement est chaleureux et bienveillant, tout passe, y compris les écrans, mais il faut simplement régler le temps d'écran. Donc c'est pour ça que le temps libre, là tu fais ce que tu veux avec tes écrans. Le temps négocié, c'est le temps familial. Et si vous opposez la lecture, comme je l'entends très souvent, aux écrans, c'est comme si vous opposiez un gâteau au chocolat avec une salade. Évidemment que les écrans, ce sont des structures cérébrales beaucoup plus directes qui sont stimulées. Donc on va plus vite sur les écrans qu'un livre où c'est ces zones cérébrales complexes. Et donc il faut effectivement pas opposer l'un à l'autre, c'est une lutte déloyale. Mais faire par exemple, ce qu'on fait de plus en plus en Fédération Wallonie-Bruxelles, des temps de lecture partagés. Parce que quand je consulte, je montre toujours, quand il y a des situations de décrochage scolaire, 3 photos de classe. Une photo avec une classe au niveau primaire, une photo avec une classe au niveau collège ou lycée. C'est une corrélation parfaite au niveau des résultats scolaires. Vous mettez les résultats de chacun, vous allez voir si vous avez un enfant qui travaillerait très bien en primaire, ça ne va pas s'arranger en secondaire. Et donc, ce sera à peu près les mêmes résultats. Et puis, la réussite socio-professionnelle ultérieure, aucune corrélation. Hein. Il faut le savoir, vous avez des enfants qui travaillaient très bien à l'école, qui se sont vautrés, et d'autres qui avaient de résultats très mauvais, qui ont très bien réussi leur carrière socio-professionnelle. Et vous avez une 4e photo, qui est la photo magique, que je sors régulièrement, et dans lequel vous montrez simplement les enfants lecteurs, spontanés, et les enfants qui transforment leur jeu en jeu éducatif. Et vous montrez cette photo, elle est en corrélation parfaite avec la réussite socio-professionnelle ultérieure. Un enfant qui lit spontanément, qui transforme ses jeux en jeux éducatifs, c'est-à-dire qui prend tout comme une opportunité à apprendre, c'est un enfant pour lequel il ne faut pas s'inquiéter du tout. Quand je montre cette photo, les parents me disent toujours « Mais alors, dites-nous comment on doit faire des enfants lecteurs ?» Et je pose toujours la même question aux parents dans ces cas-là. Est-ce que vous lisez ? Vous-même, est-ce que vous lisez ? Et les parents me disent « Mais monsieur, on n'a pas le temps.
c'est pas possible. Or, la seule façon de produire des enfants lecteurs, c'est qu'ils voient des adultes qui prennent du plaisir à lire. Et lorsqu'on a mis en place, non pas dans le temps libre de l'enfant, en lui disant tu ferais mieux d'arrêter tes écrans et plutôt de lire, mais dans le temps négocié, on met en place les lectures partagées. C'est-à-dire que tout le monde va lire dans la famille. Papa va lire, maman va lire, les enfants vont lire le samedi de 3h à 5h. Et on va se retrouver effectivement dans ce temps de lecture où chacun choisit son livre, chacun prend du plaisir à lire son livre, et on est dans une activité familiale partagée. Ça a du sens. Et donc les bras de fer que l'on propose de faire aux parents pour le moment contre les écrans, parce qu'on leur dit arrête avec les écrans, vos enfants, s'ils voient des écrans, ça va être catastrophique pour eux, il y aura des troubles de langage. Et donc là aussi, ça crée effectivement beaucoup de tensions, alors que les écrans, c'est pas du tout un problème pour un parent qui est au restaurant avec son conjoint et ses enfants, et qui dit j'ai envie de parler avec mon conjoint, parce que là aussi, problème de l'éducation positive, le parent, non pas seulement zen, mais hyper communicant. Parler avec un enfant, c'est comme parler avec un type bourré, disait Gad Elmaleh, et il a entièrement raison. Avec un enfant, si vous ne passez votre temps à n'avoir que des discussions avec des enfants, vous allez devenir complètement débile. On a besoin de conversations entre adultes, et il y a un petit mot magique qu'on utilise beaucoup trop peu, c'est le « pas maintenant ». C'est pas oui ou non, c'est pas maintenant. Je ne suis pas disponible. Je me souviens, pendant le Covid, je téléphonais à certains collègues qui étaient incapables d'avoir une communication téléphonique parce que l'enfant sollicitait en permanence, et papa et maman, je veux... Et non, pas maintenant. Et j'entendais jamais ce pas maintenant parce que le parent dit je dois toujours être disponible. Je dois toujours montrer que je vais être disponible à un moment particulier et mon écoute sera de qualité à ce moment-là. Mais il faut pouvoir effectivement, par exemple au restaurant, dire ben voilà, moi j'ai besoin de parler avec entre adultes, vous pouvez prendre vos écrans. C'est pas un problème, c'est pas une faute éducative, c'est juste une fonction particulière et temporaire donnée à l'écran qui permet simplement d'occuper l'enfant. Et c'est pas un bon babysitter, hein, si vous dites maman et papa vont sortir, donc mettez-vous devant l'ordinateur, c'est pas fait pour ça, mais pouvoir réduire la pression éducative en donnant un écran, temporairement l'accès à l'écran, c'est pas du tout une faute éducative ou une faillite éducative. La bienveillance comme bon sens, voilà, aussi. Tout à fait. Ouais. Je vous remercie pour cet échange. Et puis, on va mettre en pratique vos conseils de lecture puisqu'on vous retrouve en dédicace juste après. Je me tourne vers vous maintenant pour s'il y a des questions dans la salle, si certaines personnes veulent poser des questions à Monsieur Bucky. N'hésitez pas. Du coup, vous parliez d'émotions à transmettre aux enfants, à montrer ses propres émotions en tant que parent aux enfants, devant eux. Qu'en est-il des conflits entre parents à ne pas montrer devant les enfants ? Alors, vous faites une distinction, déjà dans la façon de poser la question, entre un conflit et un état émotionnel. Oui. Le conflit peut créer des émotions. Là, il faut pouvoir mettre des mots sur ces émotions. Vous savez, les enfants sont pas aveugles. Ils perçoivent les tensions, ils perçoivent les difficultés. Maman est triste ou papa est en colère. On peut le dire, c'est pas un problème. Évidemment que l'enfant a le droit, et c'est vrai, y compris dans les séparations parentales, d'être concerné sans être impliqué. Ils ont le droit de se soustraire. Le gros problème, c'est ce qu'on appelle, non pas l'aliénation parentale, mais y compris dans les conflits, l'auto-aliénation. La tendance qu'aura l'enfant à prendre le parti du parent qui souffre le plus et l'obligation qu'il se donne de le faire. C'est là qu'il y a parfois des conflits de loyauté. Et donc, pouvoir dire à l'enfant, ça t'ennuie, hein, ça t'embête que papa et maman viennent de se disputer, mais en dehors de ça, tu n'en es pas la cause et c'est pas à propos de toi qu'on se dispute. C'est vraiment important. Les conflits d'adultes, l'enfant n'a pas à y prendre part, y compris quand on leur demande son opinion, parce qu'on le prend à témoin, on le prend comme témoin, on le prend pour témoin. Ça, c'est très pervers. C'est-à-dire qu'effectivement, regarde le petit, il va être d'accord avec moi. Ou demande au petit. Et lui aussi, mais maintenant, il voit vraiment qui tu es. Ça, c'est le prendre à témoin, le prendre pour témoin ou le prendre comme témoin. Il faut le maintenir en dehors de vos zones de conflit. Mais il a le droit d'avoir le mot qui permet simplement de donner un sens à l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Si vous comprimez votre émotion, il va le percevoir. Les enfants sont des éponges émotionnelles. Il faut bien comprendre. Et je parle d'émotion. Hein. Si vous voulez comprendre, effectivement... Sinon, mes éditeurs m'en veulent très fort parce que je ne suggère jamais mes livres, mais un dessin animé.
vice-versa 1, vice-versa 2. Allez voir, vous allez voir ce qui se passe dans la tête d'un enfant, puis dans la tête d'un adolescent, et puis dans la nôtre, hein, puisque finalement celle de l'adolescent reste la nôtre. Un enfant, joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Ayez toujours à votre disposition des émoticônes qui permettent de simplifier le langage émotionnel en parlant, et notamment, par exemple, quand l'enfant va à l'école. Vous savez, on a quand même tous un peu menti à nos enfants, on doit l'accepter. Hein, quand on leur a dit au moment où ils allaient commencer l'école, tu vas voir, ça va être génial, tu vas te faire des tas de copains et tu vas apprendre des tas de choses intéressantes. On sait tous que ce n'est pas vrai. Les groupes scolaires sont compliqués et on ne va pas apprendre que des choses intéressantes. Et rajouter à ça, lorsque l'enfant va aller à l'école pour ses premiers jours, la question que tout parent pose, c'est « ça a été ?» avec l'idée qu'il faut absolument que l'enfant réponde oui. Et donc l'enfant, très très vite, perçoit que tout ce qui s'écarte de ce oui, ça pose problème à maman et papa, et donc s'ils vivent des choses difficiles, ils ne vont pas vous en parler. Alors que si vous utilisez des émoticônes pour dire, tu rentres de l'école, dis-nous les émotions que tu as éprouvées, j'étais un peu triste, j'étais en colère, j'ai été content, et donc vous avez la panel des émotions qui vont traverser votre enfant. Du coup, il ne peut pas remettre les émotions qui a été dans la journée, un enfant il oublie après... Oui, c'est ça. En fait, il doit pouvoir vous dire et comprendre que c'est acceptable pour vous qu'il vive d'autres émotions que la joie. Et que vous aussi traversez d'autres émotions. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se culpabiliser. C'était un des problèmes de l'éducation positive mal comprise. La joie continue, le contentement permanent, la satisfaction absolue, c'est évidemment intenable. Un parent qui viserait la joie continue ne ferait jamais que des parfaits crétins. Parce que nous nous construisons tous, et nos enfants aussi, par l'idée, et c'est ça, le côté génial de vice-versa, il n'y a pas de méchant, la joie n'est pas gentille et les autres méchants, toutes les émotions ont leur sens. Et quand on prend une décision, c'est en s'appuyant sur l'ensemble de nos états émotionnels, et puis une fois que l'enfant va grandir, donc je ne sais pas quel âge ont vos enfants, s'ils sont tout petits, ayez des émoticônes simplifiés, s'ils sont plus grands, sachez qu'ils ont un cortex qui se met en mouvement, c'est ce qu'on voit dans vice-versa 2, qui fait qu'il va transformer très très vite ses émotions en état d'âme. Commencer à être inquiet, commencer à vivre effectivement de l'agacement, tout ce qui à un moment donné fait qu'on réfléchit à nos émotions. Et on va les rendre très compliquées à exprimer, à un point tel que parfois ça devient des sentiments. Si vous avez peur, ça crée des réactions. Si vous me dites « je suis inquiet », on va discuter parce que c'est le cortex qui commence à se mettre en mouvement. Et si vous êtes terrorisé, ça veut dire que vous êtes construit une vision du monde qui fait que ce monde vous est invivable. Il faut toujours pouvoir dire à quel niveau on va se situer. Et y compris, puisque vous me parlez de conflits entre adultes, surtout revenez aux émotions. Utilisez aussi le panel d'émoticônes pour votre conjoint ou la personne avec qui vous vous disputez, parce que très souvent, c'est un trouble de communication par rapport aux émotions, où je vis une émotion, tu dois vivre la même que la mienne. Une émotion, on peut vivre « je suis en colère », ça te rend triste, ou « je suis triste », ça te met en colère. C'est tout à fait envisageable, effectivement, et on doit accepter que les états émotionnels sont différents d'un individu à l'autre. Là, beaucoup de nos conflits viennent dans une forme de tension que l'on crée quand on imagine qu'une émotion peut être invasive. Je peux imposer mes émotions à quelqu'un d'autre. Je suis triste, pleure. Je suis en colère, fâche-toi. Là, vous êtes très très mal parti. C'est pour ça que les adultes, eux, parlent très vite d'état d'âme, encore plus de sentiments. Quand ils parlent de sentiments, ils parlent de choses qui sont enquistées, donc il faut les détricoter, c'est très long. Et quand ils parlent d'état d'âme, ils intellectualisent tout et on fait alors à ce moment-là des discussions, des disputes à propos d'état émotionnel qui auraient tout intérêt à s'exprimer de façon plus simple. Vous savez, le principe de l'être humain, c'est qu'il doit, s'il veut vraiment lâcher prise, simplifier. Les gens qui vont vous dire c'est complexe, c'est compliqué, ils vont vous induire effectivement des mécanismes qui font que vous ne trouverez plus de solution à ce que vous êtes en train de vivre. Les émotions, c'est quelque chose, c'est un langage simplifié, mais on a tous intérêt. Et l'enfant doit savoir que vous parlez le même langage que lui sur le plan des émotions. Il y a d'autres questions. Bonjour. Bonjour. Concernant la lecture, j'ai une fille qui est 17 mois et c'est assez problématique lire avec elle parce qu'elle essaie de prendre le livre, déchirer le livre, soit avec nous à la maison et à la crèche, c'est la même chose. Et je me pose la question comment on peut introduire cette routine de lecture. J'imagine qu'elle est trop petite pour les lectures ensemble, mais je dirais qu'elle est un peu hyperactive et elle ne veut pas vraiment être guidée, elle veut faire ce qu'elle veut.
Alors, par rapport à la lecture, il y a une règle absolue, c'est qu'il faut laisser le choix de la lecture. C'est Daniel Pennac qui disait, mais on ne peut pas imposer des lectures. Choisissez les livres et vous avez le droit. Votre enfant est déjà en train, tout petit qu'il est, de le démontrer, de ne pas adhérer à une lecture, parce qu'elle ne vous intéresse pas, parce que ça ne vous emporte pas. On en choisit un autre, mais on va au bout de la lecture. Là aussi, il faut aussi aller voir ce qu'ils font au Japon, parce que là aussi, ils sont envahis par les écrans, par des dessins animés dont les images, par exemple, défilent de plus en plus vite. Il faut savoir que par rapport à un dessin animé de Walt Disney, nos dessins animés contemporains font tourner les images 10 fois plus vite, pour que l'enfant traite les données de manière très, très, très rapide. Et ils ont mis en place ce qu'on appelle le théâtre Kamishibai. Et vous avez simplement des images qui vont défiler lentement. Et regardez comment les enfants s'émerveillent de voir ces images racontées, parce que la voix de l'adulte, finalement, raconte ce qui se passe sur l'image. Et là, vous avez cultivé ce avec quoi tous nos enfants viennent au monde, une capacité de s'émerveiller. Après, elle va s'abîmer dans la vie de tous les jours. Elle va notamment s'abîmer chaque fois qu'on dit à nos enfants « dépêche-toi, dépêche-toi ». En fait, l'émerveillement se demande et impose de prendre son temps pour regarder les choses, pour s'en imprégner. Songez au nombre de fois où vous dites à votre enfant « dépêche-toi » et le nombre de fois beaucoup plus limité dans lequel vous dites « prends ton temps ». Une histoire, ça suppose d'apprendre aux enfants à prendre leur temps. Tout simplement, mais beaucoup, et vous parlez déjà d'enfants hyperactifs, mais non, les enfants, la recrudescence d'hyperactifs sont liés à un mouvement d'une société qui a pressé tout le monde. Il n'y avait pas d'enfants hyperactifs il y a 40 ans, et vous avez plein de sociétés dans lesquelles cette pathologie n'existe pas. C'est donc une sociopathie, une pathologie qui est créée par un fonctionnement social qui intime parfois de manière insidieuse l'ordre à tout le monde de se dépêcher, de passer d'une activité à l'autre, prendre son temps, aller à l'affût avec un enfant. Faites-le, ils savent le faire très très tôt. Et si vous devez regarder un seul film, allez voir Le Chant des forêts de Vincent Munier. Vous allez voir effectivement un grand-père qui fait un travail pédagogique de très haut niveau parce qu'il va à l'affût avec son enfant dans les forêts. Et l'affût, c'est cultiver cette capacité de s'émerveiller, c'est-à-dire les deux notions qu'on doit transmettre à nos enfants. Il y en a 3. Patience, silence, et la 3e, c'est la douceur. Ce sont les 3 socles des pédagogies qui sont les plus productives. Et donc pouvoir, et faites-le, vous allez voir, aller dans une forêt, faites silence et attendez éventuellement, parce qu'on n'est jamais sûr du spectacle, de voir quelque chose. Il va avoir un souvenir absolument merveilleux, alors que si vous allez voir une collection d'animaux dans un zoo, il va juste être content. Et un bon zoo, un zoo de qualité, c'est un zoo qui vous dira, vous n'êtes pas sûr de voir les animaux parce qu'on préserve leur capacité naturelle de se trouver des abris et on les laisse à l'abri et donc vous les verrez peut-être pas. Eh bien, les enfants éprouvent beaucoup plus de plaisir à voir un animal qu'ils n'étaient pas sûrs de voir que cette certitude en passant d'une cage à l'autre. Tout ça pour dire effectivement qu'on va devoir apprendre à nos enfants à regarder les choses, à prendre le temps pour regarder. Autres livres pédagogiques, vous savez, les meilleurs livres pédagogiques n'ont pas été écrits par des pédagogues. Ils ont écrit par des gens tout à fait d'un autre métier. Vincent Munier est un photographe. Et l'autre, c'est Les yeux de Mona. Si vous avez l'occasion de lire ce livre, vous allez comprendre comment aller dans un musée avec un enfant. C'est-à-dire ce que je vois toujours de manière désastreuse, des petits-enfants qui sont entourés d'un adulte qui explique pourquoi il faut aimer telle ou telle peinture. C'est pas comme ça qu'on fait avec des enfants et avec des adultes non plus d'ailleurs. Même les enfants à moins de 3 ans? Même avec des enfants de moins de 3 ans, mais il faut évidemment l'adapter. Parce que là, c'est pas nécessairement un musée comme le Louvre qui sera le plus indiqué, mais lui, apprendre à prendre son temps pour regarder les choses. Les images, les théâtres Kamishibai, par exemple, c'est pour les enfants de 3 ans, et même de moins de 3 ans, qui vont regarder lentement des images défiler. Mais il y a 2 conditions. Il faut mettre en scène les choses. Il faut que l'enfant perçoive que c'est quelque chose d'important. Donc, ce n'est pas juste, effectivement, et vous avez utilisé un très joli mot, le mot rituel, mais le rituel doit montrer que ça a de l'importance. On tourne les pages lentement et on regarde ensemble. Je vais te raconter ce qu'il y a, et puis te demander ce que toi tu vois, ce qui est fait dans Les yeux de Mona. Les yeux de Mona, je résume l'histoire. Il y en a qui l'ont lu, ce livre-là. Qui est-ce qui a lu le livre Les yeux de Mona? Donc c'est un très très bon livre d'histoire de l'art. On peut le prendre simplement comme ça, mais c'est aussi un grand livre de pédagogie. Je résume l'histoire en 2-3 mots.
un grand-père, sa petite fille est atteinte d'une maladie très invalidante et risque de devenir aveugle. Et sa fille lui dit, mais va conduire la petite chez le psychologue le mercredi après-midi. Et ce grand-père a la très bonne idée de ne pas aller voir le psychologue, mais d'aller plutôt dans les musées. Parce qu'il dit, elle doit, puisqu'elle risque de perdre la vue, elle doit se créer un petit musée intérieur et il faut qu'elle voie les œuvres majeures de l'humanité pour pouvoir y référer. Et ce qui est super intéressant, c'est la manière dont il met ça en scène. C'est-à-dire qu'il n'explique pas les différentes peintures. Il lui dit, mets-toi devant une peinture. Reste 10 minutes, je ne vais rien te dire. Et après seulement, on commence à en parler. Laissez ce temps. Et c'est exactement la même chose qu'on doit faire dans la lecture. Ouvrez magiquement chaque page. Les livres d'enfants ne sont pas bien illustrés parce que, juste pour le plaisir de l'illustration, c'est parce que c'est effectivement quelque chose qui permet à un enfant de s'accrocher. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de petites choses. Vous avez énormément de dessins de livres pour enfants dans lesquels vous avez le personnage central puis le personnage périphérique qui sont à l'avant-plan, mais derrière, vous avez des tas de petits détails à observer. Et donc, on ouvre page après page et on reste suffisamment longtemps sur chaque page. Votre enfant, au début, va essayer de vous bousculer. Un peu comme si vous allez au début dans un musée avec un enfant, il va courir partout. Mais si vous avez la démarche de dire non, on attend, on va lentement, on ritualise, là vous allez l'ouvrir finalement à préserver cette capacité à l'émerveillement qui est naturelle chez lui, mais qui est pour le moment fortement bousculée, notamment par le fait qu'on passe d'une activité à l'autre, qu'on va très vite, on fait une photo et puis on s'en va, on monte dans l'autocar. Vous avez des tas de mécanismes qui montrent que cette capacité à l'émerveillement, en tant qu'adulte, on la cultive très mal. Merci Bruno. Merci à vous, merci pour cet échange passionnant.